Sur la ligne, épisode 4, sur la ligne, le podcast officiel de la Coupe Rogers présenté par Banque Nationale. Nico, comment ça va? Ben, j'avais une agréable journée jusqu'à temps que je vois cette casquette Uniqlo. Moi qui est fan de Federer, je me suis toujours pas remis de ce coup de poing en plein visage que Nike a donné à Federer. Mais gars, je dois avouer que petite marque japonaise qui a bien du style, mais en tant que fan de Federer, j'ai du mal encore à accepter que Uniqlo soit devenu commentateur officiel de Federer. Mais stylé casquette. Sois content quand même pour le compte de banque de Federer. Ah oui, pour ça, je serai avec Uniqlo. T'as-tu un contrat? Signe, pèse fort trop papier. Je suis avec Uniqlo. N'importe quoi. Nico, on a un gros plan de match aujourd'hui. On a un débat. On va parler d'Eugénie. On va parler de l'UTS, du US Open. Mais surtout, on a avec nous un membre de Matchpoint Canada, Mike McIntyre, le podcast anglophone. Mais avant, Nico, avant d'introduire notre collègue, notre intro, elle est prête. Oui. Approuvée. Bon. On part ça? C'est parti. Hein, pas si mal? C'est du grand art. Pas de faire, c'est génial. C'est génial. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. Là. C'est génial. Parlant de grand art, Mike McIntyre, how are you? Comment ça va? Hey, salut les gars, merci pour l'invitation de parler sur votre podcast et félicitations aussi d'avoir un podcast en français ici au Canada et aussi merci beaucoup Alex pour la semaine passée de nous joindre sur Matchpoint Canada en anglais et maintenant c'est à moi d'essayer mon mieux en français avec vous deux. Mike, tu es originaire tu vis à Toronto. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parle-nous un peu, toi, ta passion du tennis, elle vient d'où? Comment elle s'est développée? Alors moi, je viens de Montréal, bien sûr. Et puis, dans mon enfance, j'habitais très proche au Parc Jerry. Alors, chaque été avec mon père, j'ai regardé les matchs là. Autant de Boris Becker et Agassi, Ivan Lendl quand j'étais vraiment jeune. Puis après ça, bien sûr, le Sampras, Agassi, des gars comme ça aussi. J'ai toujours suivi le sport. Et à un moment donné, j'avais la chance de commencer un podcast avec un ami, Ben Lewis, qui travaille pour Sportsnet ici à Toronto. Et on a commencé ça en 2018. Et puis l'année passée, on était très chanceux que Tennis Canada est venu nous parler pour devenir l'officiel podcast pour eux autres. Et vraiment, cette dernière année, pour nous autres, même avec un manque de tennis actuel les derniers quelques mois, c'était vraiment fantastique. On a eu la chance de parler avec des vedettes du sport que jamais en avance est-ce que j'ai cru que j'aurais pu parler avec. Vas-y, Alex. Ben, j'allais dire, puis vous avez eu beaucoup d'invités spectaculaires dans les dernières semaines. Vous avez eu, Eugénie, Milos, Antukova récemment, Patrick Mouratoglou aussi, si je me trompe pas. Vous êtes des spécialistes de la recherche de personnalité. Là. Vous faites bien ça, visiblement. Et puis, ça a donné beaucoup de conversations intéressantes. Est-ce qu'il y en a une dans ces conversations-là qui t'a marqué, qui tu dirais aux auditeurs, si vous avez une ou deux entrevues à aller écouter, c'est celle-là? Ben écoute, premièrement, nous sommes tellement chanceux parce que les joueurs en ce moment, pour la plupart, ont beaucoup de temps pour dépenser sur des choses comme notre podcast. Alors, quand l'action, ça recommence, ça va être plus difficile pour nous autres, comme tout le monde, je pense. Mais avec les entrevues récemment, je pense que notre conversation avec Milos Raonic était vraiment très fort. Et c'était la première fois qu'on a parlé avec lui. Normalement, Milos est un peu plus privé. Alors, c'était la première fois et ses réponses étaient fantastiques. On croyait que ça serait une entrevue de seulement une dizaine de minutes et il a resté sur la ligne pour une demi-heure, parler à propos de toutes sortes de choses et était vraiment formidable pour nous autres. Alors, celui-là, c'est probablement l'entrevue que j'ai aimé le plus récemment sur le podcast.
Il est tellement gentil, Milos Raonic, en plus. Nico, tu allais dire quelque chose, vas-y. Évidemment, comme tu l'as dit, Match Point Canada est au cœur du tennis canadien. J'allais te demander, Mike, à ton avis, là, tu rencontres beaucoup de gens dans le milieu du tennis. Est-ce que tu penses qu'on est... À quel point tu penses qu'on est privilégié d'avoir autant de talents et de futurs talents dans le tennis canadien? Moi, je suis encore dans le processus de réaliser que ça, c'est comme une réalité pour nous autres parce que comme enfant, comme vous autres, il y avait vraiment personne au Canada à un haut niveau de suivre quand on parle des grands tournois. Et beaucoup de respect pour Daniel Nestor et tout ce qu'il a fait dans le monde de double. Mais quand même, en simple, il y avait vraiment personne pour supporter dans un sens qu'on va aller voir dans la deuxième semaine d'un tournoi majeur. Alors, on est tellement fortunés maintenant. Puis mes enfants, je regarde mes enfants et leurs joueurs favoris, bien sûr, les Roger Federer et Serena du monde, mais aussi ils veulent regarder Bianca, Félix, Dennis. Et pour moi, je pense que ça, c'est la preuve que ça fonctionne, que le travail du Tennis Canada et la bonne chance aussi, bien sûr, ça fonctionne. Et au cours des prochaines 10-15 années, on va, j'espère, voir beaucoup de moments très excitant pour le sport du tennis ici au Canada. Et Matchpoint Canada, il est disponible sur la plupart des plateformes audio, mais fais-nous ta petite promo. Où est-ce qu'on peut trouver le podcast? On peut le voir sur YouTube, puis aussi, comme on le voit ici sur le site de Tennis Canada, mais où est-ce qu'on peut le trouver et l'écouter également? Vraiment, tu peux le trouver n'importe où que vous écoutez vos podcasts. On a une présence assez forte sur Twitter et ça, c'est à MatchpointCan, C-A-N à la fin. On est sur Instagram aussi, Matchpoint Canada, avec beaucoup de photos des joueurs que nous parlons avec. Et puis, aussi, comme vous avez déjà dit, on a une présence maintenant juste récente sur YouTube parce que toutes les entrevues en ce moment, durant cette période d'isolation, on fait les entrevues sur Zoom, alors on a cet aspect visuel aussi. Alors pourquoi pas utiliser ça et mettre nos vidéos sur YouTube aussi. Mike, si ça ne te dérange pas, on va te garder pour quelques minutes, puis on va t'intégrer à notre podcast. Are you up to it? C'est parfait, mais je ne veux pas manquer le départ du match des Canadiens ce soir. Alors vous avez comme une quarantaine de minutes maximum. Ben, la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, on a prévu de l'écouter, alors on va s'assurer qu'on finisse ça avant. Parfait. Ben, Nico, je te laisse lancer le premier sujet. Ouais, ben en fait, tu m'as appelé, en fait, tu m'as demandé la semaine dernière, vu que ça fait 2 semaines que je ne dors pas à cause de tes questions à débat, mais tu m'as lancé la semaine dernière, lors du dernier podcast, tu m'as demandé à ton avis, Nico, quelle jeune joueuse, parce qu'on avait fini en parlant des futures joueuses de la WTA, des futures vedettes, tu m'as demandé quelle jeune joueuse gagnera le plus de titres Grand Chelem au cours de sa carrière et laquelle sera le plus longtemps dans l'élite mondiale. J'ai peu dormi, on ne se le cachera pas, là, peu dormi, de longues journées, statistiques, écoute de vidéos, mais j'en suis venu à une conclusion qui sera probablement la même que vous, dans la mesure où il y a des joueuses qui ont été identifiées. Et avant de vous dévoiler les miens, je suis curieux d'entendre les votes d'abord, voir si on est dans la même, si je n'ai pas fait tout ce travail pour rien. Précise qu'est-ce que tu veux. Là. Tu veux qu'on te donne un top 10, une liste de joueuses, ou tu veux qu'on te donne la joueuse? À votre avis, quelle joueuse, dans 10, 15 ans, aura d'une part remporté le plus de Grand Chelem et d'autre part, laquelle aurait été le plus longtemps dans l'élite mondiale? OK. Est-ce qu'on donne l'honneur à Mike? D'accord, vous commencez, moi je vais écouter, puis ensuite... Will do. Pression, là. OK, mais écoute, moi, je vais t'expliquer d'abord mon processus de réflexion. Je suis allé voir, bon, quelle joueuse à un assez jeune âge a accompli beaucoup pour pouvoir justifier que je la vois comme la joueuse dominante de la prochaine décennie, OK? Alors, j'ai regardé quel genre de résultats est accompli à partir de quel âge. Bon, évidemment, j'ai regardé qui a gagné des grands chelems et je me suis donné une règle de regarder les filles en bas de 25-24 ans. Alors, je ne te parlerai pas de filles au-dessus de 24 ans. Là. Non, c'est correct.
Non. Alors, tu te doutes que dans ces joueuses-là, bon, évidemment, je suis allé voir qu'est-ce que la Canadienne Leila Fernandez a fait. Je suis allé voir ce que Amanda Anisimova, la jeune de 18 ans américaine, a fait. J'ai regardé aussi, nos deux sœurs préférées maintenant, les Fruhvirtova, qui sont jeunes, Sofia Kenin, alors Bianca Andreescu, Naomi Osaka. Ça, c'est tous des joueuses, puis Dania aussi, Yamstrenka, la joueuse de 20 ans de l'Ukraine. Alors, c'est tous des joueuses que j'ai regardées. Mais je pense, à cause de ce qu'elle a accompli à un jeune âge, et c'est la joueuse qui a, à mon avis, des résultats les plus proches des légendes qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire comme Serena Williams ou Sharapova, et pour moi, ce serait Coco Gauff. Pour moi, il faut que ce soit Coco Gauff parce que à 16 ans, elle a déjà 2 parcours exceptionnels en Grand Chelem. Tu vas me dire, bon, elle n'a pas gagné des Grands Chelems à un jeune âge, à 17 ans, comme Maria Sharapova ou encore Serena, mais peut-être que ça s'en vient. Tu sais, c'est une fille qui est déjà qui frôle le top 50 mondial. Elle a rivalisé contre les meilleurs au monde. Et moi, je pense que c'est peut-être la prochaine reine du tennis. On verra, c'est le genre d'exercice c'est le genre d'exercice que tu te trompes la plupart du temps, tu sais, parce que c'est dur de prédire l'avenir, mais puis on pourra débattre d'autres joueuses, mais pour moi, je pense que c'est Coco Gauff. Mais là, c'est fâchant parce qu'une semaine de travail pour avoir exactement le même résultat. Moi aussi, Alex, j'avais Coco Gauff qui est... c'est fâchant. Voilà, les gars. Alors moi, je vais choisir quelqu'un d'autre. Parce que, il y a tellement de bonnes candidates, mais à mon avis, la future vedette de la WTA, elle s'appelle Coco Gauff, cette américaine, tu l'as dit, frôle le 50e rang mondial, 16 ans. À mon avis, c'est nul autre que la future Serena Williams. Elle a tous les atouts pour réussir. Elle joue déjà comme une femme à 16 ans, athlétique, puissante, elle est rapide, explosive. Elle ne s'en laisse jamais imposer. C'est elle qui mène la plupart des échanges. Et elle a déjà un énorme service. Là, les gars, vous serez d'accord avec moi là-dessus. Déjà un titre ATP, tu l'as dit. 42 victoires, 21 défaites en carrière. Et la question que je me posais maintenant, c'est est-ce qu'on peut la qualifier de prodige? Parce qu'elle a atteint 2 demi-finales, 2 rondes des 16 en fait, de tournois majeurs à Wimbledon en 2020, en 2019 et en Australie en 2020. Et on la regardait jouer. Puis c'est le genre de fille, le genre d'athlète qui aurait pu exceller dans tous les sports, que ce soit basketball, gymnastique, soccer, athlétisme, peu importe. Cette fille-là, elle est taillée pour gagner. Elle ne connaît nul autre que la victoire et je pense que c'est la future grande vedette du tennis féminin. Moi, je trouve que c'est très intéressant que vous deux ont choisi la même joueuse parce qu'il y en a beaucoup d'options, bien sûr. Et pour moi, et toutes les choses que vous venez de dire sont vraies, beaucoup de talent. Bien sûr, les gens parlent beaucoup à propos de Coco maintenant. Moi, je pense que j'ai pas encore vu assez sur le cours de tennis de Coco pour vraiment dire avec confiance que je pense que ça sera elle, la grande vedette des prochaines 10-15 années. Mais elle a l'âge de juste 16 ans et comme vous avez dit, on voit pas vraiment aujourd'hui des filles ni des garçons de cet âge avoir le succès qu'on a vu dans le passé, les Martina Hingis ou Sharapova, les joueuses comme ça. Pour moi, et ça dépend complètement sur sa niveau de santé. Et peut-être c'est le choix trop, comment est-ce qu'on dit, comme évident, parce qu'on est ici au Canada. Mais ce que Bianca Andreescu a fait pendant les derniers 12-16 mois, c'était absolument étonnant. Et la seule chose vraiment pour moi, c'est est-ce qu'elle peut rester en bonne santé? Parce que le problème avec ce genou, c'est pas la première fois qu'elle a eu une blessure assez grave. Et on a vu trop de fois déjà à un jeune âge que sa forme n'est pas toujours prête à jouer. Alors, est-ce qu'elle peut rester en bonne santé? Je suis pas confiant. Mais si elle peut, elle a pas juste le jeu sur le terrain, mais l'attitude mentale qu'on ne voit pas trop souvent. Elle a tellement de confiance et elle croit en soi-même. Et ce qu'elle a fait en 2019 était juste absolument fantastique. En Indian Wells et puis ensuite manquer tous les mois comme elle a manqué là, avec sa blessure et redevenir la même joueuse en haut ici à Toronto
au Rogers Cup et bien sûr à New York. Pour moi, elle a déjà fait preuve qu'elle est une championne et c'est ma choix. S'il faut que je choisisse juste une joueuse, c'est Bianca. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, dans la réflexion que j'ai eue, Bianca est revenue puis elle est restée longtemps parce que tu l'as dit, on sait qu'elle est capable d'accomplir de grandes choses, mais les blessures, elle a déjà une historique de blessures assez important. Elle a seulement 20 ans, Bianca, mais déjà on sent qu'elle est fragile. N'en demeure pas moins que même si, bon, elle a juste 20 ans, là, je veux dire, l'avenir est devant elle, bien sûr, mais je pense qu'à chaque tournoi majeur, ce sera une des filles les plus dangereuses. Tu l'as dit, elle a l'âme d'une championne, elle a déjà remporté des titres importants, personne ne peut l'intimider, elle a tout un caractère, puis on l'a vu là, notamment au US Open, et tu l'as dit à la Coupe Rogers, elle a un arsenal de coups absolument phénoménal, elle est puissante, on sait qu'elle est faite pour les grands moments, elle est bien entourée aussi, maintenant reste seulement qu'elle demeure en santé. Et le style de jeu, et les gars, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec beaucoup d'autres personnes. Et c'est vraiment quelque chose. Quand elle était plus jeune, je pensais qu'elle juste frappait la balle très puissante, mais elle a tellement de différents aspects dans ce jeu. Et on a vu l'année passée le numéro de joueurs dans le top 10 qu'elle a battu. Et donnait beaucoup de frustration pendant ces matchs. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de spécial. Ouais, puis moi, je suis d'accord avec vous parce que, tu sais, remporter des tournois de type Premier, puis remporter des tournois du Grand Chelem. Puis, tu sais, on pouvait dire pour Bianca, OK, au Canada, à Toronto, elle a eu une espèce de passe-droit parce que Serena, elle n'a pas terminé le match. Mm-hmm. Mais au US Open, elle l'a battu. Exact. Puis, en tout cas, vous l'avez vu aussi, là, la partie à la Coupe Rogers, elle avait le momentum. Cette partie-là lui aurait appartenu, je pense, de toute façon. Le match a duré 15 minutes. Fait que c'est dur à dire qu'est-ce qui se serait passé. Je pense qu'elle était dans cette phase-là que le titre était à elle. Au début, là, je veux dire, c'était Serena. Là, peu de gens auraient gagé contre Serena. Mais dans ce début de match-là, de l'échantillon qu'on a eu et aussi de la semaine qu'on avait eue, Bianca était tellement dans une bulle que je pense qu'elle aurait quand même eu beaucoup de chances de remporter contre Serena. Puis moi, je suis d'accord avec Mike que la raison pour laquelle j'ai pas pris Bianca, puis je le souhaite de tout mon cœur parce que je l'adore, puis elle est bonne, puis elle est fine, puis c'est le genre de fille que j'ai déjà fait des interviews avec elle, puis elle est restée une demi-heure après pour me jaser, après l'entrevue pour jaser casual de tennis. C'est une fille extraordinaire, puis mais c'est les blessures. Puis les blessures, ça date pas juste de sa carrière pro. Chez les juniors, c'était la même chose. Elle avait beaucoup de blessures. Alors, je pense que si tu veux être considérée comme la joueuse dominante, il faut que tu aies une certaine constance au niveau du jeu. Puis ça, si tu es blessé puis que tu manques le tiers de la saison à chaque saison, ça va être difficile de rester au sommet du tennis mondial. Alors, moi, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Puis, j'oserais dire, chez les hommes, peut-être ça va être la même inquiétude pour Félix. Ben, c'est pour ça que je pense que tu parlais là, peut-être qu'elle ne sera pas aussi constante, mais je pense que pour une quinzaine, pour un grand chelem, elle sera dangereuse à chaque fois qu'elle s'y présentera. Est-ce que Sofia Kenin aurait pu faire la cote? Ben, moi, personnellement, ma troisième que j'avais identifiée, puis c'était une évidence pour moi, c'est la japonaise Naomi Osaka. Parce que déjà, elle est déjà, en tout cas, toute ta vie est valable, mais je pense que présentement, c'est la meilleure joueuse de tennis sur la planète. Elle est puissante, agile, rapide, elle s'adapte à tous les styles de jeu. Et mine de rien, elle a déjà 5 titres en carrière, dont 2 grands chelems. Puis on l'a vu, cette fille-là joue avec tellement d'aplomb que présentement, c'est... Tu sais, parce qu'on parle beaucoup d'avenir, mais Naomi Osaka, c'est beaucoup du présent. C'est elle, à mon avis, qui présentement règne sur la planète tennis. Puis si il y avait eu les Olympiques cet été, c'est fort probablement sur elle que j'aurais gagé, d'autant plus que les Jeux étaient au Japon. Pour moi, je suis d'accord. La première fois que j'ai vu Osaka, c'était ici au Rogers Cup en 2017. Et j'étais juste étonné par cette puissance dans son jeu. Elle a dit l'année passée, après qu'elle a gagné en Australie, qu'elle a eu une petite perte de confiance. Et je pense que c'est normal à cet âge. On est en train d'adapter à toute cette pression. Et au Japon, elle est comme un superstar, oui. Alors, c'est pas facile pour quelqu'un de cet âge de s'adapter à cette situation. Mais le jeu et ce qu'elle a déjà fait dans cette période où Serena
n'était pas nécessairement en sa forme complète. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont gagné plusieurs tournois de Grand Chelem, mais elle a déjà 2. Alors, je suis d'accord avec Nico qu'elle est une vedette de définitivement regarder. Cependant, attention, parce que moi et mes prédictions souvent ne fonctionnent pas très bien. Alors, attention avec ça. Osaka, tu la plaçais où? Toi, mettons, t'as dit, moi, je pense que la prochaine grande joueuse, et c'est un choix très logique, Bianca, ça va être Bianca, mais Naomi Osaka, tu la places où dans la prochaine décennie? C'est-tu ta 2e, 3e, 4e joueuse, peut-être? Bonne question. Quelques places là, dans le top 5, bien sûr. Ouais. Assurément, ouais. Okay. Parce que Canin, ici, ton choix, Alex, je ne sais pas si c'était lui ton 3e choix, mais c'est tout à fait logique aussi comme choix. Bon, en fait, j'ai pas, moi, personnellement, j'ai pas, puis c'est un peu comme Mike, j'ai pas nécessairement fait des choix. Non, mais 1, 2, 3, 4, 5. Dans le débat, c'est tout à fait louable. Ouais, exact. J'ai plus regardé comme l'ensemble des joueurs. On aurait pu aller plus loin puis voir Léla, mais pour moi, Léla, au même âge avec Coco Gauff, Coco Gauff a tellement accompli plus que Léla. Puis ça veut pas dire que Léla Fernandez, elle aura pas. Elle explosera pas. Puis, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'aurait pas parié sur Simona Alep quand elle avait 16 ans, tu sais, qu'elle aurait été numéro 1 mondial, puis championne de Grand Chelem, et puis tout ça. Alors tu sais, c'est tellement un jeu difficile à prévoir ce qui va se passer. Mais Coco Gauff et Bianca Andreescu, en tout cas, vont assurément faire tourner beaucoup de têtes au courant des 10 prochaines années. Et pourquoi pas plusieurs finales de Grand Chelem entre les deux à venir, ça pourrait être intéressant. Et c'est incroyable pour moi chez les femmes, le niveau de talent jeune sur le WTA. Parmi les hommes encore, on regarde le Big Three là, avec Federer, Nadal puis Djokovic. On n'a pas vraiment eu la chance de regarder le talent jeune avoir du succès en ce moment. Mais chez les femmes, il y en a tellement de noms. Vous avez mentionné tout à l'heure Yastremska, un autre, puis Marketa Vondrousova qui s'est rendue au final de Roland Garros. Alors, il y en a tellement. C'est un temps très excitant pour regarder le sport chez les femmes, je pense. Tu sais, Vondrousova, ça a été une joueuse qui a été numéro 1 mondial chez les juniors. Bon, ça fait pas foi de tout, mais il reste que ça peut être indicateur de belle carrière. Puis je suis d'accord avec toi, puis c'est la raison pour laquelle on s'en parlait, moi puis Nico, puis qu'on a dit on va se faire un débat. C'est parce qu'on regardait la liste la semaine passée dans le podcast, puis on se disait wow, chez les femmes, il y a comme une espèce de bulle qui s'en vient, qui va être incroyable, tu sais. Et puis, ça va être bien intéressant. Et ne sous-estimons pas Brenda Fruhvirtova, qu'on a quand même mis sur la map, nous, ici, la semaine passée. Ben oui, elle a reçu une invitation pour l'UTS, c'est ça? l'UTS féminin. Alors, pas longtemps après qu'on en ait parlé au podcast, alors nous, on pense que c'est grâce à nous. Puis elle a quel âge, elle? Elle a 13 ans. Wow. Ouais, et puis elle a battu une top 50, la 54e, je pense qu'elle a battu là, la semaine passée. Ouais, ben c'est une autre tchèque, c'est Siniakova. Une fille qui a joué le tournoi de Repentigny, d'ailleurs, ici, pas loin de Montréal. Ouais, non, tu sais, c'est sûr, on ne sait pas, peut-être que cette fille-là va exploser dans 3-4 ans, puis qu'on va dire, ouais, finalement, Coco Gauff, c'est pas ce à quoi on pensait, tu sais. Mais bon, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir Coco Gauff pour Alex, Coco Gauff pour Nico, Bianca Andreescu pour Mike. Qui sait, peut-être que Mike aura... on s'en reparle dans 10 ans, Mike. On fait un podcast dans 10 ans. Parlant de tennis féminin, oui. Ça va bien pour Eugénie. Là. C'est des beaux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé aussi positivement d'Eugénie sur une si longue période de temps. Non seulement ça, j'ai remis à jour, j'ai relancé le hashtag #SheIsBack Eugénie Bouchard qui, ma foi du bon Dieu, est retour parmi les dieux du tennis. Elle est incroyable. Depuis la pandémie, là, ça n'a pas fait du bien à grand monde, mais Eugénie semble s'en être très bien sortie, du moins pour le moment. Là, Mike, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dès que Eugénie gagne un set, Nico est convaincu que c'est son grand retour et qu'elle va gagner un grand chelem dans la prochaine année. Ça va être comme 2014, encore une fois, c'est ça? 2014. Oui, mais il ne faut pas... Eugénie est le mouton noir du tennis. Tout le monde, en tout cas, Team Eugénie. Moi et Ben, on parle d'une manière très positive de Eugénie Bouchard aussi.
Et chaque fois qu'on a parlé avec elle, sa détermination, cette habileté de juste regarder devant elle, ignorer toutes les choses à côté que les gens disent, c'est vraiment impressionnant parce que ça fait six années maintenant, 6 ans depuis cette année remarquable qu'on n'a jamais vue dans le tennis au Canada comme ça, rendre au final de Wimbledon, puis 2 autres demi-finales au Grand Chelem. C'est fantastique. Combien de joueurs maintenant auraient aimé d'avoir une saison comme celui-là? Et les critiques sont toujours là. Et je pense pas que c'est juste. Et quand tu parles avec Jenny, elle est très honnête qu'elle a eu des moments difficiles ces dernières quelques années. L'année passée en particulier, elle avait une streak de perdre des matchs qui était vraiment quelque chose et pas pour des raisons positives. Mais elle continue. Et l'été passé au Rogers Cup, après qu'elle a joué contre Bianca dans un match très, très fort, au lieu de quitter le site, elle est restée ici à Toronto et pratiqué plusieurs fois par journée pour le reste de la semaine. Et moi, je pense que ça, c'était vraiment quelque chose qui démontrait cet désir de retourner, pas au top 10, mais j'espère au top 100 dans les classements. Et je pense que c'est capable, mais elle a vraiment besoin de changer le type de tournoi qu'elle est rentrée dedans. C'est bon quand elle reçoit des wildcards, bien sûr, comme elle va faire aux République tchèque bientôt. Mais à un certain moment donné, elle a besoin de retourner chez les minor leagues du sport pour jouer les matchs Challenger, ETF, pour redécouvrir sa confiance et commencer à monter dans les classements parce que maintenant, je pense qu'elle est quoi, comme 330e dans les... 332, ouais. C'est ça. Alors, c'est vraiment quelque chose, mais je pense que cette attitude qu'elle continue d'avoir, ça va fonctionner. Je pense qu'on va voir Jenny Bouchard encore dans le top 100, 150 des classements. Parce qu'en fait, sans refaire l'histoire, là, je pense qu'on est tous d'accord qu'Eugénie a été un petit peu victime de son propre talent dans la mesure où elle a tellement atteint des hauts sommets très tôt dans sa carrière que les attentes ont toujours été ultra élevées. Puis non seulement ça, elle a été obligée d'essuyer des critiques, des commentaires. Tu sais, on le voit présentement, là, qu'on aime ou pas Eugénie, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle ne joue pas comme une 332e mondiale. Elle est meilleure que ça. Puis ça, c'est indéniable. Ce n'est pas sa place, là. Ben oui, puis moi, je l'ai dit plusieurs fois aussi, puis Mike, t'as apporté un point important en disant, tu sais, elle continue de travailler fort. Moi, ça fait longtemps que je la suis. Je la suivais déjà chez les juniors et il n'y a pas un entraîneur, pas une personne. Puis je pense pas que je me suis fait bullshiter, là, comme on dit, là. Il n'y a pas une personne qui m'a dit que Eugénie, c'était pas une grande travaillante. Personne. Tout le monde m'a dit que c'était une travaillante. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent que Eugénie, elle travaille pas parce qu'elle pose des photos Instagram puis parce qu'elle a d'autres choses en dehors du tennis, mais honnêtement, c'est pas pire que Serena Williams. Honnêtement, c'est pas pire que Maria Sharapova, qui ont toutes eu des grandes carrières. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Tu sais, je veux dire, c'est les athlètes professionnels en général pratiquent quelques heures par jour. Puis après ça, ils ont le reste de la journée de libre comme monsieur, madame, tout le monde, puis tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Et moi, il n'y a pas un entraîneur, pas une personne qui a été plus ou moins proche de Eugénie qui m'a pas dit qu'elle travaillait pas fort. Alors, je pense que si tu as ça en partant, ben déjà, si tu as l'éthique de travail, déjà, c'est un gros bon. Puis je suis aussi d'accord avec Mike que pour moi, pour l'instant, c'est une joueuse qui frôle le top 100 en termes de calibre, pas en termes de ranking, mais en termes de calibre, c'est définitivement une fille qui pourrait faire partie du de tournoi du Grand Chelem, d'être au moins dans le premier tour. Puis effectivement, peut-être qu'est-ce que ça prend, c'est d'aller jouer des tournois de type challenger ou international là, du côté des femmes, là, peut-être des plus petits tournois, ramasser des points, ramasser de la confiance, puis effectivement, peut-être faire un retour. Moi, je la vois peut-être revenir dans le top 50 éventuellement. On verra qu'est-ce qui arrivera, mais pourquoi pas? Mike, t'en penses quoi? Et écoute, aussi, un autre point, c'est que la carrière d'un joueur de tennis, ça termine assez jeune. Et pourquoi pas mettre en place des choses pour avoir, après qu'elle termine de jouer sur le circuit. Alors, moi, j'ai aucun problème avec les joueurs de tennis ou de n'importe quel sport, essayer de augmenter leur brand name et leur présence sur les médias sociaux. Et pour Jenny, ça fonctionne, alors pourquoi pas?
Oui, puis non seulement raison. il y a beaucoup de gens qui, tu sais, évidemment, sans faire de l'âgisme, là, c'est pas sur le but, mais beaucoup de gens qui pensent que de mettre une photo Instagram, ça demande des heures de préparation. Mais tu sais, je veux dire, c'est un clic. Il y a beaucoup d'athlètes qui sont aussi sur leurs réseaux sociaux sans nécessairement poster des photos qui sont aussi ou sinon plus actifs qu'Eugénie. Mais vous l'avez dit, les gars, Eugénie Bouchard, c'est une fille qui a énormément de talent. Ça, c'est indéniable. C'est une fille, Alex, on en a parlé souvent, c'est une fille qui est agréable à voir jouer. Mais vous l'avez dit, si elle peut se remettre en selle, parce que Eugénie, c'est une fille de séquence. Elle est hot quand elle a des bonnes séquences. Et là, présentement, elle est dans une bonne séquence. Ça fait que je pense que pour le reste de la saison, on peut s'attendre à de belles choses d'Eugénie. Évidemment, elle ne fera pas le top 100 cette année. Là, évidemment, c'est sûr que non, mais elle est dans une séquence où il est permis de croire qu'elle pourrait peut-être vraiment être de retour. Ben, elle ne fera pas de top 100, Nico. Ça dépend de ses résultats. Je veux dire, c'est plus facile de remonter quand tu es dans les 300 puis de faire des bons parce que ça te prend qu'une ou deux évidemment, bonnes performances puis tu peux monter de 50 rangs. Il faut qu'elle fasse les tournois, il faut qu'elle soit invitée, il faut qu'elle se qualifie et tout. Là. Je veux dire, c'est pas fait. Elle a été invitée à Prague, bon, c'est chouette, là. Faut qu'elle avance dans les tournois, ça, c'est sûr. Puis c'est plate parce que sans Coupe Rogers, ben, tu sais, probablement qu'à la Coupe Rogers, elle aurait eu un wildcard. Un laissez-passer, ouais. Ben, en tout cas, j'ai l'impression qu'il lui aurait donné un laissez-passer parce que, je veux dire, c'est quand même une tête d'affiche, puis qu'on le veuille ou pas, ben, les gens vont se déplacer pour aller voir Eugénie jouer d'une manière ou d'une autre, tu sais. Alors ça, c'est plate pour elle parce que ça aurait été une opportunité pour elle de faire des points facilement. Non, vous avez raison. Puis sur le côté des femmes, au Canada, on a encore juste une joueuse au top 100, c'est Bianca. Alors après ça, bien sûr, je pense que Jenny aurait reçu un wildcard pour le Coupe Rogers cette année. Ah, puis tu sais, 26 ans, là, je veux dire, l'avenir est encore. Elle a encore beaucoup de temps, je pense, pour se remettre en selle. Il y a quelques joueuses peut-être qui s'en viennent. Tu sais, Léla, on en parle, c'est peut-être le meilleur espoir derrière Bianca. On verra, Carson Branstein, elle a décidé d'aller jouer NCAA aux États-Unis. Est-ce que c'est quand même une fille qui a très bien fait chez les juniors? Là, elle rivalisait avec Léla, là, sans être un peu plus vieille, mais elle rivalisait avec elle. Alors, est-ce que ça aussi, c'est un bel espoir du côté canadien? On verra, quand elle fera le saut chez les pros. On verra, mais effectivement, on a peut-être hâte de voir, comme du côté des gars, plusieurs joueurs à l'intérieur du top 100 comme on a présentement. Est-ce que le futur du tennis canadien est dans la future génération des filles, présentement, des jeunes filles qui regardent Bianca, qui regardent Lala, qui regardent aussi Eugénie, qui vont se dire « Crime, j'ai le goût de prendre une raquette de tennis et d'aller taper. » C'est ça aussi l'évolution du tennis au Canada, puis je pense qu'on peut compter là-dessus. Ça se pourrait. C'est vraiment pas impossible pendant que je mélange tous les boutons. Vous voilà de retour! Ben, ça se pourrait que ce soit que la prochaine grande vedette, mais en même temps, je pense qu'on en a beaucoup à apprendre avec Bianca. Oui, évidemment. C'est le choix de Mike pour la future meilleure joueuse de la prochaine décennie. Bianca Andreescu pour Mike McIntyre. Mike, peut-être une dernière plug sur le podcast de Matchpoint Canada. Où est-ce qu'on peut le trouver? Où est-ce qu'on peut vous écouter? C'est partout, man. C'est partout. Alors, juste sur Google, Matchpoint Canada, et vous aurez plusieurs options. Et la semaine prochaine, on parle avec Félix Auger-Aliassime, encore une fois. Alors, on va lui parler à propos de ce qu'il vient de faire les derniers quelques mois et ses préparations pour le US Open cet été. Parce qu'avec lui, puis Dennis et Miloš, je pense qu'on a des options pour vraiment être dans cette deuxième semaine. Même Vachek a bien joué au début de l'année. Alors, je pense, chez les hommes, on a parlé la plupart ce soir à propos des femmes, mais chez les hommes, on a plusieurs options qui peuvent être là vers la fin du tournoi au New York. Vachek qui nous a fait triper en Australie, entre autres. Tu salueras Félix de notre part. Tu lui diras aussi qu'il vienne faire un tour sur notre podcast. D'accord. Fais-lui l'invitation directement, ça va être plus simple pour nous. Je vais essayer de mon mieux. Je vais dire que Alex et Nico dit bonjour, puis que vous avez commencé cette podcast. Et encore une fois, félicitations parce que je pense que c'est vraiment quelque chose. Je suis très content qu'on peut partager ici au Canada parmi les francophones puis les anglophones. Et puis, Nico, c'est à ton tour la prochaine fois de nous joindre en anglais, j'espère. Sur Matchpoint Canada et merci encore une fois pour cela, c'était beaucoup de fun. Merci beaucoup, puis t'es invité quand tu veux.
Ton français est incroyable. OK, cool, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Trop gentil. Encore une fois, merci à Mike McIntyre. Son français était très bon. Il s'inquiétait un petit peu au départ, mais je pense qu'il a prouvé que c'est un garçon bilingue et il se débrouille très bien en français. Peut-être meilleur que ton anglais, Nico. Oui, sans doute. Oui, sans doute. Mais un vétéran du balado, quand même, il faut le dire. Ouais, exact. Prochain sujet, Nico. Ouais. Tu as vu que le City Open était annulé. Oui. Est-ce que c'est l'hécatombe qui commence? La question se pose. En tout cas, ça pose encore beaucoup de questions, surtout pour la tournée aux États-Unis. C'est rien pour rassurer les joueurs, en tout cas, là, de venir jouer le US Open. Pour l'instant, toujours pas de nouvelles concernant une potentielle annulation du US Open et ou du tournoi préparatoire qui est Cincinnati, mais à New York. Bonne décision, selon toi, d'annuler Washington? Mais dans les conditions, oui, parce que la pandémie ne s'estompe pas, surtout chez nos voisins du Sud. Et mine de rien, le temps passe vite parce qu'on est déjà dans la première semaine du mois d'août, mine de rien. Maintenant, est-ce que, tu l'as dit, est-ce que ça met en danger le US Open? Je te fais rapidement, Alex, la liste des tournois qui sont encore prévus au calendrier. Là. Il y a Cincinnati qui commence le 22 août, le US Open le 31 août, Kistubel le 8 septembre, Madrid le 13, Rome le 20 et Roland-Garros le 27. Et là, on parle du City Open. Il faut quand même mentionner aussi qu'il y a les tournois en Chine qui ont été annulés parce que là-bas, la deuxième vague de la pandémie reprend de plus belle. Donc, c'est 7 tournois WTA qui ont été annulés chez les dames, dont la finale là, qu'on voit à la fin de l'année avec les 8 meilleures joueuses, et 4 tournois chez les hommes, dont l'important Masters 1000 de Shanghai. Donc, à la place des joueurs, je serais inquiet. Puis en tant que partisan aussi, là, je trouve ça dommage que tant de tournois soient annulés. Oui, puis la question que ça pose aussi, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour la saison? Est-ce qu'on va avoir une saison de 4 tournois? Est-ce que dans une saison normale, dans un contexte normal, ils finissent en Amérique du Nord, puis ils vont faire la tournée en Asie pour terminer la saison avant les finales de l'ATP et les finales de la WTA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour ces tournois-là? Puis en même temps, souvent, il y a des petits tournois. Hein. Par exemple, Eugénie qui décidait souvent d'aller jouer en Asie, mais il y avait des petits tournois comme à Québec, où il y a quelques petits tournois en Amérique du Nord. Là, le tournoi de Québec n'existe plus, mais il y a quand même quelques petits tournois en Amérique du Nord. Est-ce que ces tournois-là vont se tenir malgré tout? On verra. En tout cas, au Canada, ça n'a vraiment pas l'air sûr. Ça pose toute une incertitude. Puis, qu'est-ce que ça veut dire aussi pour les classements? Qu'est-ce que ça veut dire pour les joueurs si on annule l'autre quart de la saison qui viendrait après les grands champs? Il faut se mettre à la place des joueurs parce que là, les joueurs se disent, OK, on a eu l'appel, on a eu la confirmation que les tournois avaient bien lieu, mais là, plus le temps avance, plus la préparation avance et il y a des tournois qui sont annulés. Donc, est-ce que ma saison est en péril? Est-ce que mon entraînement est en péril? Est-ce que si, par exemple, je voyage de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que je me mets en péril si jamais je me rends là-bas et les tournois sont annulés? Il faut que je revienne en Europe. Donc, il y a tout ce questionnement-là qui, je pense, qui entre en ligne de compte et qui va importer beaucoup de joueurs. Parce que là, tu sais, là, par exemple, je ne dirais pas qu'il y a une certaine stabilité, mais on sait ce qui arrive aux États-Unis. Présentement, la pandémie frappe surtout les jeunes adultes entre 20 et 30 ans. Mais là, si les conditions sanitaires ne sont pas respectées et si la ville de New York se retrouve encore avec une deuxième vague pire que la première, ben là, le US Open n'aura pas le choix d'annuler, je pense. Plus ça va, puis plus... parce que je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que le US Open voit présentement le verre à moitié vide. Là. En tout cas, ça doit pédaler pas mal dans les bureaux de USA Tennis, ça c'est sûr, de US Tennis, parce que en tout cas, dans les bureaux de la USTA, je vais le dire comme il faut, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Maintenant, je pense que pour ce qui est de Washington, c'est plate à dire, mais c'était la bonne décision à prendre. Prenons le temps d'organiser les choses comme il faut. Je pense que, regarde, là, les sports majeurs sont repartis pour à peu près tous les grands sports majeurs. Là. On l'a vu au baseball, on l'a vu, le hockey, c'est imminent. Ouais, puis il n'y a rien de sûr dans ces sports-là. Là, je ne veux pas t'interrompre, mais le baseball, on a vu qu'il y a plein de nouveaux cas dans les équipes
qui éclatent. Donc là, c'est 3-4 équipes qui sont mises en quarantaine, dont les matchs ont été annulés. La MLS, on a vu qu'il y avait aussi des lacunes dans le système de cette fameuse ville-bulle. Là, le hockey de l'alénage recommence sous peu. On va voir ce que ça va donner. Mais tu sais, je pense à ça. Puis je pense qu'il y a aussi une question de temps là-dedans. Parce que mine de rien, là, le tournoi du US Open, c'est dans exactement un mois. Ça commence le 31 août. Mais quel est le barème ou du moins la date limite pour annuler ou confirmer la date du tournoi? Parce que si tu décides d'y aller, comme on dit, all-in, et que tu organises le tournoi, tu ne peux pas te décommander 3-4 jours avant parce que les joueurs et les joueuses vont être arrivés à New York. Donc là, c'est de dire, est-ce qu'on l'annule le plus tôt possible pour ne pas faire perdre de temps aux joueurs? Donc, je pense que cette question-là de temporalité est hyper importante pour les gens du US Open, pour leur crédibilité et pour la santé des joueurs et des joueuses. Ce que tu dis, ça a du sens parce que quand on lit le communiqué du City Open, ça mentionne bien que avec quelques 2 semaines ou à peu près avant la tenue du tournoi, il y avait encore beaucoup de problèmes qui n'étaient pas réglés, incluant les restrictions quant aux joueurs qui voyageraient, la sécurité des joueurs. Il y avait encore beaucoup d'incertitudes. Alors, on a préféré simplement repousser le tournoi. Je pense que dans les conditions, si eux se sentaient pas prêts, c'était la bonne décision à prendre, au lieu de faire ça puis de mal paraître par la suite parce que ton tournoi il est pas sécuritaire ou tu peux pas offrir un contexte sanitaire qui a du sens aux joueurs. C'est peut-être mieux effectivement d'annuler l'événement. Pour ce qui est des tournois de Cincinnati, à New York, je le répète, et le US Open suivant, on a encore un petit peu plus de temps. Est-ce que eux vont avoir eu plus de temps pour répondre aux questions que le City Open n'a pas pu répondre? Sauf que si le US Open décide d'y aller, il faut que tu y ailles, parce que tu ne peux pas annuler 3-4 jours avant. Là. Non, c'est ça. Dans le cas du City Open, on a annulé quand même presque 2 semaines avant, mais ça laisse plus de temps à la USTA et aux organisateurs du US Open de planifier l'événement puis de régler quelques questions sécuritaires, sanitaires. Je pense que si on réussit à créer une bulle, dans la Ligue nationale, ça semble pas si pire, le baseball majeur, c'est une autre affaire, là, mais les autres, ils voyagent. Alors, puis la MLS, à ce que je cherche au soccer, en tout cas pour l'instant, le tournoi ne semble pas avoir connu une explosion des cas. Là. On nous dit peut-être pas toute la vérité, je ne le sais pas, là, mais bref, pour l'instant, les bulles, jusqu'à preuve du contraire, semblent fonctionner. Sans faire l'avocat du diable, demeure quand même que l'exemple le plus probant au tennis n'a pas connu de succès. Parce que je ne sais pas si tu as vu, sûrement tu l'as vu, mais dans le World Team Tennis, il y a Daniel Collins, qui a brisé les règles de la bulle et qui a été expulsé du tournoi. Donc, ça, c'est le premier échantillon qu'on a essayé du côté du tennis, en fait. Et ça a échoué parce qu'il y a une joueuse qui n'a pas respecté les consignes sanitaires parce qu'elle est sortie non seulement de l'hôtel, mais de l'État de West Virginia où se tient le tournoi. Ça fait que là, si tu as une joueuse qui décide de faire à sa tête et tu reprends ça au US Open et qu'il y a des joueurs qui décident de faire seulement à leur tête, t'es fichu. T'es fichu. Ouais, sauf qu'en même temps, en tout cas, tu sais, ça, c'est une joueuse qui a décidé visiblement puis elle-même, elle disait qu'elle considérait pas qu'elle avait contrevenu aux règles sanitaires, là, mais pour les besoins de la cause, tenons pour acquis qu'elle n'a pas respecté le protocole. T'sais, en même temps, je veux dire, c'est des athlètes professionnels, c'est des adultes, je pense qu'eux autres, il faut qu'ils comprennent que tu n'as pas besoin de les prendre par la main pour dire là, il ne faut pas que tu sortes de la bulle parce que tu t'exposes. Tu t'exposes à un risque de contamination puis de contaminer tout le monde qui est à l'intérieur de la bulle. Alors, je pense que jusqu'à preuve du contraire, ça semble avoir bien fonctionné. Là. On verra, là, peut-être avec le hockey, ça va être plus significatif parce que là, tu vas avoir des bulles avec beaucoup de monde. Mais pour ce qui est de la MLS, en tout cas, ça ne semble pas avoir été catastrophique comme résultat. Là. Je comprends, mais pour l'échantillon tennistique qu'on a, présentement, du moins, parce qu'on ne sait pas, là, évidemment, il n'y a pas eu de catastrophe. Là, Collins n'a pas contaminé personne, mais s'il avait fallu qu'elle contamine quelqu'un, ça aurait été la catastrophe, puis tout le reste de la saison aurait été en péril. Que ce soit le tennis ou que ce soit un autre sport. Oui, je comprends, mais je te parle du tennis, là, évidemment, dans toutes les sphères de la société, une personne, puis c'est une étincelle suffit. Mais là, dans le seul échantillon tennistique qu'on a,
c'est Daniel Collins qui est contrevenu aux règles. Et si ce genre de comportement se retrouve qui à New York, qui en France pour le tournoi de Roland-Garros, ben, c'est terminé. Plusieurs joueurs peuvent contaminer ce vilain virus. Là. Ça fait que, je veux dire, la bulle, espérons que ce soit efficace. Et j'ai hâte de voir aussi comment le US Open va gérer le tout, surtout dans une ville aussi bourdonnante que celle de New York. Mais pour le moment, je veux dire, il y a quand même des doutes à avoir. Puis, je reviens à tout ça. Est-ce que la tenue, parce que présentement, c'est 6 tournois qui ont été confirmés, là, est-ce que la tenue de 6 tournois en vaut vraiment la chandelle? Ben, en tant que fan, je te répondrais oui, puis les joueurs sûrement aussi, mais est-ce que 6 tournois méritent de mettre tout le monde et cette organisation des doutes? Je veux dire, ça demeure risqué. Là. Je veux dire, on se promène en temps pandémique. Là. Est-ce que 6 tournois en vaut vraiment la chandelle? Moi, la question à ça, c'est oui, là, c'est sûr, assurément. Même, ne serait-ce que pour des raisons financières, pour les réseaux de télé qui ont été commis, pour les joueurs qui ont besoin de ces ressources-là. On en a parlé dans les dernières semaines. Djokovic puis Nadal, c'est pas grave s'il ne joue pas d'ici la fin de l'année. Mais le joueur qui est 78e mondial, lui, il a peut-être besoin du 100-200 000 qu'il serait allé chercher pour payer ses voyages, payer tout ce qu'il a à payer pour ses entraîneurs, etc., pour survivre, tu sais. Alors, ne serait-ce que pour assurer un certain revenu à ces joueurs-là, je pense qu'entre autres, la tenue des tournois du Grand Chelem, puis, tu sais, on en a parlé la semaine passée, sans les qualifs, c'est même une autre, c'est presque une aberration, mais c'est quand même mieux que rien, tu sais. Alors, la réponse à ta question, si c'est seulement pour 6 tournois, oui. Puis qui sait, peut-être que si la situation se résorbe, peut-être qu'il y aura des changements. Tu sais, je ne sais pas, on l'a vu dans le cas du calendrier de la F1 où on s'est adapté d'une certaine manière, on a changé des dates et encore récemment, on a annulé le Grand Prix du Canada puis on remplaçait par d'autres Grands Prix. Alors, est-ce que c'est ça qui va arriver dans le cas du tennis? C'est difficile parce que c'est tellement une situation qui est difficile à prévoir pour l'instant puis il y a tellement pas juste... c'est tellement pas juste entre les mains des organisateurs, tu sais, c'est aussi les gouvernements, c'est aussi les organisations internationales qui réglementent tout ça. Alors, enfin, je pense que oui, il faut tenir ce tournoi-là, si on le peut, le faire dans un cadre sécuritaire et sanitaire qui a du sens. Et aussi, la situation en Europe et en Amérique est tellement différente que c'est dur de comparer les deux parce que si tu regardes en France et aux États-Unis, la situation, les conditions sanitaires, le sérieux qu'on y donne ne sont pas les mêmes. Donc, après ça, comparer, ça devient un jeu qui est peut-être malsain de comparer la tenue des deux tournois. Tu sais. Si on parle des tournois majeurs. Je suis d'accord avec toi. Mais pour en revenir à Daniel Collins, qui était comme le sujet initial, pour moi, c'est une bonne nouvelle que le World Team Tennis dise, regarde, nous, on considère que tu n'as pas respecté le protocole, tu n'en auras pas de chance. Ah oui, c'est sûr. Ben oui. Ça, c'est ça la ligne qu'il faut tenir. Puis je pense que c'est le meilleur exemple qu'on pouvait donner aux États-Unis, puis dire, regardez ce qui arrive si vous ne respectez pas le protocole. Puis tu sais, comme j'ai c'était 78e ou 80e joueur mondial, tu veux-tu perdre la chance de jouer ton match de premier tour qui te rapporte 60-70 000 $, parce que tu es allé faire le tata puis tu es allé chercher un hamburger en dehors de la bulle, tu sais. J'exagère, là, mais... c'est quasiment aussi bête que ça, l'incident de Collins. Là. Tu sais, en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que le World Team Tennis ait dit, garde, tu ne respectes pas le protocole, ciao, bye. Oui, puis ça devient une espèce de jurisprudence dans la mesure où maintenant les joueurs sont avertis des conséquences. Mais je te pose une petite colle, je t'envoie une balle courbe, Alex. Si par exemple, pour US Open, on a les mêmes conditions, les mêmes bulles, puis qu'une Naomi Osaka est prise au dépourvu puis qu'elle se fait sortir de la bulle. Ciao, bye. Mais tu penses que le US Open aurait les couilles pour faire ça? T'as pas le choix. Si la seule façon que tu puisses pas le faire, c'est si tu t'assures que personne ne le sache. Ouais, d'enterrer le secret. Ouais. Tu prends un méchant risque. Parce que si tu essaies d'enterrer le secret puis ça sort, ben là, t'es doublement... T'imagines le scénario US Open, puis là, Novak Djokovic vient au tournoi, puis il est pris en flagrant délit. Là. T'es dans une tabarouette de situation parce que tu te dis tabarouette. Il faut donner l'exemple, mais en même temps, c'est notre meilleur joueur présent, tu sais.
Ben, à condition qu'ils En viennent. tout cas, je le souhaite pas au US Open, mais je pense que les. Ben, tu l'as dit, Caroline, c'est une parmi tous les joueurs et joueuses qui sont là. Fait que pour le moment, ça a l'air d'avoir été bien respecté. Tu sais, d'après moi, que tu sois Djokovic ou que tu sois le 500e joueur mondial, si tu ne respectes pas la bulle, il faut que ce soit le même cas que Daniel Collins, puis bye, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Tu sais, en tout cas, si Djokovic il venait, il aurait intérêt à s'asseoir tranquille dans sa bulle. Lui, je pense surtout il y a eu ça qui traverse la dernière semaine, d'après moi, il pourrait se passer d'une autre. Ouais. Ça, où il était si bien de perdre au premier tour puis d'aller se cacher. Là, mais j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de voir du tennis de compétition. Parce que le seul tennis qu'on a pour le moment, c'est l'UTS. Tu sais, t'as écouté en fin de semaine? Comment? Tu t'es-tu fait un marathon d'UTS en fin de semaine? Non, tu t'es fait un petit warm-up pour Félix. Non, vraiment. Mais on parle de ça. Il y a des chances que j'écoute l'UTS. Pourquoi? Parce que notre Québécois, notre Montréalais, il sera Félix Auger-Aliassime. Mais je ne savais pas qu'il y avait une deuxième phase de l'UTS. Je ne pensais pas que la demande était là, de un. De deux, le nouveau format est assez spécial. Il y a 2 groupes de 4 joueurs ou 5 joueurs et il y a déjà 2 joueurs qui attendent le gagnant de chaque groupe en demi-finale. Alex Zverev d'un côté du tableau et Félix Auger-Aliassime de l'autre. Ça se peut que ça m'attire. Et que dis-je, Félix Auger-Aliassime, The Panther, Auger-Aliassime, c'est le surnom qu'on lui a donné. Et de l'autre côté, c'est Alex The Lion Zverev. Donc, ouais, c'est ça. C'est 4 joueurs pour chaque groupe. Du côté A, on a Dimitrov, Gasquet, Lopez et Popirine. Et du groupe B, on a Per, Verdasco, Moutet et Brown qui affronteront Philippe. T'aimes-tu le nouveau format de l'UTS? On dirait que je trouve ça plus intéressant, moi, qu'on ait un Québécois dans le portrait. Ben là, première des choses, si tu ne l'écoutes pas, tu ne feras pas ta job. Ça, c'est un. fait que tu vas falloir que tu t'assoies et tu l'écoutes. Puis, je te dirais, moi, j'ai écouté des matchs hier, là, en fait. Puis, plus ça va, plus j'aime le format, honnêtement. Je comprends, on s'y habitue, mais. Parce que là, la phase de qualification est commencée, c'est le 25-26, ça se termine le 1er août et les demi-finales auront lieu le 2 août. Donc, Félix sera à l'action le 2. La deuxième formule elle est juste comme extra rapide. Là, c'est comme le premier était un plus long tournoi. Là, mais regarde, je pense qu'au final, là, plus tu vas l'écouter, plus tu vas l'apprécier. Même moi, il y a encore un peu les cartes qui m'intéressent un petit peu moins, mais il reste que parfois, je me laisse prendre au jeu. Je commence à me dire, ben là, il aurait dû utiliser telle carte au lieu de telle carte. Pourquoi est-ce que, Benoît Paire, hier, qui utilise, il a mal utilisé sa carte de 3 points, à mon avis, mais lui disait non, c'était la bonne stratégie parce que si je l'avais utilisé, j'aurais gagné. Je m'assurais de gagner j'allais dire la manche, le quart. Ouais. Dans le cas de l'UTS. Mais non, je pense que c'est comment dire, c'est parce qu'on s'est habitué. Ouais, exact. C'est différent, mais on s'habitue en effet, puis je pense que Nico, tu dois lui donner une chance raisonnable. Mais, non seulement ça, mais j'espère, et je pense que toi aussi, tous les fans de tennis le souhaitent, c'est une finale Zverev contre FAA. C'est ce qu'on veut voir parce que c'est la relève du tennis. Là. C'est une finale qu'on reverra maintes et maintes fois en Grand Chelem. Puis j'espère que ça va se donner. Parce que là, on a Zverev dans le portrait, on a Félix aussi. Ça fait ils sont déjà en demi-finale. Là, ça fait qu'ils sont déjà étiquetés comme étant les favoris. Puis je veux voir cette finale absolument. En tout cas, c'est sûrement un match c'est sûrement le match qui, au-delà de le regarder, je vais pouvoir aussi l'apprécier. Ben, regarde, en tout cas, mais puis c'est ça qu'on souhaite pour tout le monde. Puis, regarde, je te demanderais pas mieux que d'avoir Félix là. Puis en plus, ben, c'est une belle répétition pour les tournois qui sont à venir, tu sais.
Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Dans le bandeau que tu as fait défiler, on a vu une superbe nouvelle, l'UTS qui fera un petit tournoi pour les dames, là, qui est tellement une bonne nouvelle, parce qu'on l'avait soulevé dans notre premier balado. Je pense que l'UTS devait rapidement inclure les dames dans le tournoi, parce que le tennis, c'est un sport mixte. Et bon, là, bonne nouvelle, il y a 4 filles de WTA qui y seront. Il y a Alizé Cornet, Anastasia Pavlyuchenkova, Ons Jabeur et Brenda Fruhvirtova, qu'on a mis sur la map, nous, la semaine dernière, là, sur la planète tennis. Elle doit nous remercier parce que... Je pense que oui, elle nous a des redevances. Je pense que Patrick Mouratoglou nous écoute. Il a dit, les gars de Sur la ligne ont trouvé Brenda Fruhvirtova. Elles ont trouvé le prochain prodige. Ils ont eu de la misère à prononcer son nom la première fois. Mais ils l'ont mis sur la map. T'imagines si elle gagne l'UTS en plus? Ça serait fou. Honnêtement, ça va partir en débile. Hey, t'avais-tu vu ça, ce coup-là? J'ai vu que tu avais mis une vidéo. Ça, c'est Brown. Qui est un autre aussi, on parlait des joueurs qui sont cool à avoir joué. Le Brown, c'en est un autre. Là. Ouais, mais tu vois, ça, c'est un coup qui résume la carrière de Brown. À la Monfils aussi, c'est des gars qui... La surface de jeu, leur surface préférée n'est ni le dur, ni la terre battue, ni le gazon, c'est la mousse. Ces gars-là se garochent comme si le sol était complètement mou. Puis j'aime ça, voir ça, parce que le tennis, des fois, on trouve que ça manque de punch, là, mais voir une moto au filet comme ça qui se termine à la renverse, du bonbon. Tu vois que tu peux l'apprécier, l'UTS. Oui. Mais tu sais, Brown aurait pu faire ça à Bagdad, puis j'aurais trouvé ça chouette. Là. Il faudrait lui parler, là, peut-être trouver un moyen de l'inviter éventuellement, mais je me souviens d'avoir entendu une anecdote de Dustin Brown qui racontait que lui, au début de sa carrière, dans les petits tournois, il cordait les raquettes de ses adversaires ou des gens du tournoi pour pouvoir se faire un peu d'argent, pour avoir assez d'essence et assez de ressources pour pouvoir aller au prochain tournoi. Mais non! T'imagines-tu? Quelle histoire quand même. Ben oui, c'est ça qu'il racontait. En fait, je pense pas que je me trompe, là, je suis pas mal sûr que c'est lui. Faudrait lui redemander, mais ouais, c'est quand même toute une histoire pareille. Tu sais, tu cordes les raquettes de tes adversaires et des gens du tournoi pour te faire assez d'argent. Tu sais, ça en dit long sur la situation précaire de certains joueurs de tennis. Ouais. Puis ça, c'en est un autre, comme je t'ai dit, que c'est pas nécessairement un gars qui domine la planète tennis, mais qui est toujours intéressant à voir. Là. S'il joue, ses faits saillants seront dans les différents bulletins sportifs télévisuels. C'est sûr et certain. Comme mon fils. Ouais, exact. Exactement comme mon fils. Gasquet est intéressant en fait, semaine. Gasquet, c'en est un autre là, qui, il y a quelques années, était un joueur aussi qui était un revers à une main, un peu comme Dimitrov, là, présentement, qu'on peut voir aussi dans l'UTS. Mais Gasquet, c'est vrai que c'en est un autre. Comment? Gasquet a un des plus beaux revers de l'autre. Ah oui, c'est tellement fluide. Pour vrai, tu as absolument raison là-dessus. C'est un des plus beaux revers du circuit. Mais c'est vrai qu'il est intéressant à voir jouer. A connu une petite baisse de régime au cours des dernières années, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 4-5 ans. C'est un régulier là, du haut de classement. C'est vrai que Gasquet, quand tu y repenses, c'est tout un joueur de tennis. Ouais, mais ça. Le revers à une main qui se perdait il y a une couple d'années, mais qui revient en force là, avec les Shapovalov, Tsitsipas, vraiment, moi qui est un fan fini de Roger Federer, puis qui essaie d'appliquer mon revers à une main, c'est cool de voir que cette méthode revienne à la mode un peu. Puis tu nous as montré une vidéo d'un jeune homme qui l'utilise à merveille, qu'on peut voir dans le podcast de la semaine passée. C'est lui qui a un meilleur revers que toi? Oui, sans doute. D'ailleurs, je rappelle que les gens peuvent avoir accès au podcast sur SoundCloud et le YouTube de Tennis Canada. Et Nico est en train de s'occuper de mettre ça partout ailleurs. Là. Nico, oui, ça s'en vient, des négociations qui se font avec des hommes du milieu informatique. Alors, c'est en procédure. Mais je voulais juste revenir sur un point, Alex, qu'on a comme sauté tantôt. Là. C'est maintenant officiel, puis je pense que c'est important de le soulever, là, que les joueurs européens ont la confirmation qu'ils vont pouvoir venir en Amérique. Et je pense que c'est comme une règle là, qui a été établie, votée, abrogée, ce que tu voudras, là, qui est hyper importante parce que là, le département américain de la sécurité intérieure vient d'accorder justement l'autorisation de voyager aux États-Unis pour tous les joueurs qui en avaient fait précédemment la demande auprès de l'ATP et de la WTA
Donc, c'est de bon augure, je pense, pour, il y a beaucoup de joueurs, là, notamment Djokovic, là, qui redoutaient tout ce qui est quarantaine, voyagement. Ben là, avec cette nouvelle réglementation-là, c'est un all-in pour tous les tournois qui sont en Amérique. Bah, tu sais, je pense que c'est une condition presque sine qua non pour tenir des tournois du Grand Chelem. Il faut que tu puisses permettre à ces joueurs-là de voyager, tu sais. Parce que sinon ça en tout cas, ça réduit dramatiquement si tu n'es pas capable d'avoir les joueurs européens qui ne sont pas déjà en sol. S'il y avait une interdiction pour les joueurs européens de venir en Amérique, ça aurait été une catastrophe pour le tournoi, mais en même temps, bonne nouvelle. Ah, ça revient sauf un tournoi de Grand Chelem. Oui, sauf que le dossier de la quarantaine, lui, n'est pas encore réglé. Et c'est peut-être là, ce qui peut créer une certaine réticence là, chez certains joueurs. On en parlait justement la semaine passée pour ce qui concerne la période de quarantaine pour le US Open et Roland Garros qui se tiendra quelques jours après. Donc, mais c'est en évolution, constante évolution. Puis l'avenir nous dira s'il y en sera des différents tournois. Mais tabarouette que j'ai hâte de voir du tennis de compétition. Mais là, il y a l'UTS. J'aime pas ça comment tu le dis avec un peu de déni, de dégoût. Tu as dit, Nico, il faut que tu lui donnes une deuxième chance. Donne-lui au moins une deuxième chance. Avec Félix, c'est sûr que on vient d'augmenter la qualité du spectacle, à mon avis, puis de la qualité du jeu, parce qu'au moins, c'est une figure connue, puis qu'on avait hâte de voir le Félix. Là, je ne sais pas si tu as eu la chance d'avoir certains des entraînements qu'il a mis sur Internet, là, avec notamment Tsitsipas là, pendant la quarantaine, mais il a l'air bien en forme, notre Félix national. Tu sais, s'il peut éviter les blessures, déjà, ça va l'aider. C'est une bonne chose qu'il puisse prendre une espèce de tournoi préparatoire, être en situation de compétition, de vrai match, là, si on veut, là, ça va l'aider. Ça va non seulement le comparer, sauf que, petit bémol, là, j'aurais aimé, par exemple, que, bon, je sais qu'il vient de finir l'autre tournoi, là, mais j'aurais peut-être aimé qu'un Tsitsipas soit dans le portrait. Tu sais, juste pour comparer la condition de Zverev, de Félix, de Tsitsipas, peut-être un Medvedev où ça aurait pu y être, là, tu sais, juste pour mettre un petit peu encore plus de chair autour de l'os. Tsitsipas a fait la finale. C'est ça, peut-être qu'il tue un peu. Il a volé la finale, quant à moi. Il aurait dû gagner. C'est à cause des cartes qu'il a perdu cette finale-là. Le format lui a coûté la victoire. Ouais, totalement. Totalement. En tout cas, dans une situation normale, il aurait dû gagner. Hey, Nico, on a déjà fait presque une bonne heure. Je remercie encore Mike de s'être rejoint à nous du podcast Matchpoint Canada, la version anglophone. Je rappelle qu'ils ont eu... beaucoup de vedettes. Là. Ils ont eu Eugénie récemment, Vachek, Daniela Antukova récemment aussi. Ils ont réussi à avoir beaucoup d'entrevues avec beaucoup de joueurs du circuit professionnel. J'invite tous les gens qui veulent écouter le podcast. C'est disponible un peu partout sur Spotify, etc. Matchpoint Canada, le podcast anglophone, qui est notre pendant, notre grand frère, en fait. Je les remercie encore de nous avoir supportés et de nous donner des petits spins, des petits retweets, des petits partages. On l'apprécie bien gros. Puis merci encore aux boys du podcast Matchpoint Canada. Je le répète. Merci encore à toi, Nico. Puis on se parle la semaine prochaine. Yes. Peut-être avec un invité à confirmer. Je te reviens là-dessus. Good. Bon tennis, Alex. Bon tennis tout le monde. J'ai des nouvelles balles, donc mes deuxièmes services auront de l'effet. Très mordant. Ce sera tout pour moi. Au revoir, Nico. Salut.